Est-ce qu'il faut plutôt choisir un CCTLD, un subdomain ou un subdirectory quand on veut partir à l'international? On n'a que 3% du top 3 Google qui est trusté par des sous-domaines sur des SERPs localisés. La question des sous-domaines, on peut l'écarter tout de suite. Dans le top 3 de Google, on a 56% des places qui sont occupées par des CCTLD. Plus 90% de trafic organique sur 5 mois, plus 100% de leads générés. Si tu sépares ton site en plusieurs noms de domaine, tu te compliques les choses à toi et pour le moteur de recherche. On parle de stratégie, est-ce qu'on prend du subdomain ou est-ce qu'on prend du CCTLD ou du subdirectory? Et au final, le plus important, c'est la stratégie d'hreflang. 75% des implémentations hreflang contiennent au moins une erreur. Avec les subdirectories, les liens vers ton domaine principal bénéficient globalement à toutes tes versions linguistiques. À l'heure de l'IA aussi, j'aurais tendance à recommander ça. J'ai fait Quick, si vous connaissez, SEMrank aussi, qui est un outil sémantique, et SuperGSC, qui est une extension pour la Search Console, et MentionLab, j'avais taffé sur la V1. Donc si vous connaissez ces différents outils, c'est moi qui suis derrière. Donc du coup, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut plutôt choisir un CCTLD, CCTLD pour les Anglais, un subdomain ou un subdirectory quand on veut partir à l'international? Parce que c'est une question qu'on va souvent se poser avec les clients, hein, quand on a un client qui a des vocations à partir à l'international. Quelle est la stratégie? Comment est-ce qu'on capitalise sur les différents éléments? Et comment est-ce qu'on construit tout ça? Parce que le choix entre un nom de domaine, donc un CCTLD, et un sous-dossier, c'est pas du tout les mêmes implications techniques. Donc c'est une question qu'il faudrait trancher. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, j'avais toujours, un petit peu comme Léo, j'avais toujours tendance à recommander un sous-dossier, mais on va dire plus par habitude et parce que c'est le moins galère, etc. Mais sans spécialement avoir de vraies raisons, on va dire, derrière, plus que ça. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer tout d'abord par définir les termes. Donc, qu'est-ce qu'un CCTLD? Donc, CC, c'est pour country code. Donc, country code top level domain. Donc, c'est les noms, monsite.fr, monsite.de. Donc, c'est le .fr et le .de. Donc, ça, c'est du CCTLD. Donc, c'est le nom de domaine avec l'extension du pays. Ensuite, les sous-domaines, donc c'est fr.monsite.com. Donc, on prend un JTLD et on met un indicatif de pays de vente, donc fr.monsite.com, de.monsite.com, fr.nike.com, etc. Un subdirectory, donc c'est juste le fait de mettre un dossier à la fin après l'URL, donc monsite.com/fr. Et un GTLD, étant donné qu'on va en parler à droite à gauche, c'est les .com, .org, etc. C'est les noms de domaine qui ne sont pas spécifiques à un pays, mais qui sont un petit peu plus globaux. Donc la data aujourd'hui, ce qu'elle nous dit, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet directement avec des chiffres. Aujourd'hui, la data, ce qu'elle nous dit, c'est que dans le top 3 de Google, on a 56% des sites, enfin 56% des places dans le top 3 de Google qui sont occupées par des CCTLD. Donc des .fr, .de, .co.uk, etc. Donc, la data ici, ça provient d'une étude qui a été faite par RSI Ranking sur 1,7 million de positions de SERP. Donc, c'est bien, même si je trouve que l'échantillon reste quand même relativement faible, mais c'est quand même relativement OK. Mais en gros, ce qu'il faut se dire ici, c'est que, un petit peu comme d'hab en SEO, hein, c'est la chose qu'on rappelle un petit peu tout le temps, c'est que corrélation n'est pas égale forcément à causalité. Et c'est la question qu'on va un petit peu se poser en fait en arrière-plan aujourd'hui. Parce qu'en fait, au final, on voit qu'il y a beaucoup de sites qui vont migrer d'une architecture CCTLD vers une architecture subdomain. Donc, qui vont passer d'un .fr à un .com/fr. Ou parfois juste sans le /fr. Mais si on peut prendre un exemple qu'on connaît tous très bien, on a Google. Avant, on avait google.fr. On a l'impression que ça date, mais il y a quelques années, on avait encore google.fr. Aujourd'hui, c'est google.com. Et on a le contenu qui est traduit à la volée. Et ça, on en reparlera un petit peu derrière. Mais du coup, voilà, on a un petit peu ces trois structures-là qu'on va voir, parce qu'on va pas parler du GTLD, parce que le GTLD, en gros, c'est, le .com, du coup, quand on prend un .com, c'est pour faire, du coup, du subdomain derrière. Enfin bref, c'est la structure de base, mais on va pas juste parler du fait de prendre un .com tout court. Donc du coup, si on reprend nos stats, on voit qu'on a 56% des sites qui sont en CCTLD. Donc dans le top 3, 56% des sites qui ont le .it, .fr, .co.uk, etc. On a 20% des sites qui sont en subdirectory, donc monsite.com/fr, etc. On a du GTLD dans 21% des cas, donc sans spécialement avoir de ciblage, donc juste un .com. Par exemple, je prends l'exemple, moi sur Kevin Le Sieutre en français, j'ai kevinlecieutre.com, j'ai pas fait de /fr, j'ai pas fait de ciblage ou quoi que ce soit. Et ensuite, on a dans 3% des SERP, on a du subdomain, donc du fr.kevinlecieutre.com si j'avais fait mon site en français.
Mais du coup, là, la question qu'il faut se poser, c'est comment sur le terrain, à quoi ça ressemble? En fait, ça va varier en fonction des pays. En Tchéquie, par exemple, je l'ai appris il y a pas longtemps, hein, d'ailleurs, la Tchéquie, en faisant les recherches pour cette présentation, la République tchèque, depuis 2016, veut qu'on le pays lui-même veut qu'on appelle ça la Tchéquie. Voilà, donc vous saurez, moi j'ai appris quelque chose. Mais du coup, en Tchéquie, on a quasiment que du, ccTLD, donc je crois que c'est .cz, j'ai plus l'extension, mais je crois que ça doit être, .cz ou point quelque chose. En Allemagne, on a énormément de .de et c'est vrai que pour avoir étudié des SERP un petit peu allemandes, on a beaucoup, beaucoup de .de. C'est vrai que c'est assez proéminent là-bas. En France, on a dans 65 des top 3, on a le .fr, Japon 60, UK, c'est du 50-50, donc moitié .co, .uk, moitié .com, enfin à peu près, hein, j'exagère, mais globalement. Et fait intéressant, le Portugal est à 35. Donc en gros, le Portugal, en fait, on va avoir un petit peu de ccTLD, mais beaucoup plus de subdirectory. Donc ils vont beaucoup plus avoir tendance à utiliser ça. Et on a les USA qui ont que environ 15. Et ça, c'est un cas un petit peu à part, parce qu'en fait, aux États-Unis, on va utiliser le .com directement. C'est vraiment la méta là-bas d'utiliser directement un .com, ce qui est moins le cas autre part. Donc, on va pas avoir un .USA ou je sais même pas quel est leur ccTLD exactement, peut-être un .us. Mais en gros, voilà, la méta, ça va être, je crois que c'est .us. Mais la méta, ça va être vraiment d'utiliser du .com. Donc déjà, on voit que ça change selon les localités et ça va changer aussi, je pense, enfin moi, c'est à vérifier bien entendu, mais je pense qu'il y a aussi une notion de à quel point la population du pays est, bilingue et cetera, parle d'autres langues. Si on prend l'exemple du Portugal, on sait qu'au Portugal, c'est du brésilien en soi et cetera. En France, on n'est pas trop dans l'anglais, on aime bien les sites .fr, ça nous garantit que ça va parler français. Je sais que les Allemands, ils sont pas à fond à l'aise avec merci Manuel pour ES, etc., etc. Donc après, on peut se poser des questions. Moi, il y a juste quelque chose que j'aimerais bien mettre de côté tout de suite, parce qu'au final, il y a même pas de débat là-dessus. C'est est-ce qu'on part sur du sous-domaine? Globalement, même si corrélation, machin, machin, causalité, enfin ce qu'on veut, OK, mais on a que 3 du top 3 Google qui est trusté par des sous-domaines sur des SERP localisés. Donc, enfin, sur l'étude qui a été faite, je pense qu'on peut les écarter tout de suite. Et en fait, en gros, les seuls cas de figure où ça arrive, ça va être par exemple en Suisse, où on va avoir, en fait, ça va être en Suisse parce qu'en fait, on va avoir plusieurs langues qui se marchent un petit peu dessus. Donc, du coup, on va avoir du français, de l'allemand et je sais plus ce qu'ils ont, italien en Suisse, je sais plus c'est quoi la troisième langue. Et voilà, on va avoir un petit peu 3 langues qui vont se marcher dessus en Suisse. Et oui, c'est de l'italien, voilà, en Suisse. Ils ont 3 langues un petit peu. Et c'est des cas vraiment très spécifiques, mais en dehors de la Suisse, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez rare. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ultra anecdotique. Donc déjà, vraiment, la question des sous-domaines, on peut l'écarter tout de suite. On peut ne pas le considérer. Parce qu'au final, en fait, les sous-domaines, c'est considéré vraiment comme un site séparé du site d'origine. Donc en gros, on n'a pas l'avantage du ccTLD qui est, très, géolocalisé du point de vue de Google. Pour Google, un .fr, c'est en France, ça va avoir un petit boost quand même en France et avoir un petit, déboost, on va dire, dans les autres pays. C'est pas impossible de ranker dans les autres pays, mais on a quand même une sorte de déboost. Pareil pour, les autres extensions, mais par contre, le sous-domaine, on n'a rien de tout ça et en plus de ça, on repart un petit peu de zéro d'un point de vue autorité. Donc on va se concentrer sur le vrai débat, qui est, est-ce qu'on fait du ccTLD ou du subdirectory? Donc, là, je vous montrais juste une petite slide pour voir un petit peu les avantages et les inconvénients. Donc, si on part sur du ccTLD, on a un domaine par pays. On a un signal automatique de géo, donc le signal géolocalisé, il est quand même assez fort, mais on a une autorité qui est quand même isolée, c'est-à-dire que l'autorité de .fr et l'autorité de .de, c'est deux autorités qui sont vraiment isolées. On peut s'envoyer un petit peu du lien, faire son réseau de sites, mais ça reste quand même des autorités qui sont isolées. Et dès que tu crées ton ccTLD dans un autre pays, tu repars de zéro, hein, d'un point de vue autorité, si ce n'est les autres pays qui t'envoient un petit peu de leur autorité. Et j'ai eu le cas, j'ai travaillé pour une grosse multinationale, bon, je travaille plus avec eux, mais assez longtemps, qui s'appelle InMode. Et en gros, on avait le inmode.com qui est le site principal. Ensuite, on avait .co, .uk, .france, etc. Et en fait, tous les petits pays d'Europe, on se redistribuait un petit peu de l'autorité avec des liens dans le footer, etc., etc. C'est comme ça qu'on faisait circuler. On avait un ccTLD pour la France, on avait inmodemd.france. Et
Et voilà, mais c'était pas fou, quoi. Donc on a du coup sur du CCTLD un signal qui est assez fort, en géo, mais par contre on a aussi des coûts qui vont être, un petit peu au-dessus, on reverra ça un petit peu après. Le sous-domaine, globalement, on a assez peu de signal géolocalisé, mais on a un coût qui est quand même un petit peu plus fort parce qu'on a un sous-domaine par langue et que, pour, Google, chaque sous-domaine, c'est un site distinct. Et les subdirectories, du coup, on a les mêmes signaux, géolocalisés, sauf que, globalement, ça va coûter beaucoup moins cher parce que si tu fais enfin, la plupart du temps, quand tu fais un sous-domaine, tu fais un site à part, en fait. Tu refais une infrastructure à part et tu pointes vers un autre CMS ou un autre site ou quoi que ce soit, ou tu dupliques, tu fais du multi, CMS avec WordPress. Mais voilà. Pour moi, le meilleur truc à analyser un petit peu, c'était de regarder en fait les migrations. Parce qu'au moins, on compare 2 choses qui sont égales. Donc, on va comparer les sites avant et après avoir migré, de ccTLD vers Subdomain et inversement, comment ça s'est passé, quels ont été un petit peu les résultats de ces différents sites. Donc il y a pas mal de quand on étudie le sujet, on a pas mal de migrations qui reviennent, mais notamment, on a les migrations de Picody et qui est un service de coupons et de Nuclear Blast aussi qui est pas mal souvent cité, mais celui-là je vais pas le prendre et on a la migration aussi de Enphone qui est un service de, téléphonie, par internet, anglais et bah, moi c'est ces différentes migrations que j'ai voulu regarder parce qu'ils sont assez bien documentés en fait. Les sites eux-mêmes ont vraiment documenté comment ça s'est passé, donc on va d'abord regarder celle heu, de Picody. Donc Picody, du coup, ils font du cashback. Comme on voit en fait dès leur page d'accueil, on voit qu'il y a plein de pays. Donc on voit que pour eux vraiment c'est un enjeu d'avoir différents pays. Ils sont au Brésil, en République tchèque du coup, ils n'ont pas encore mis à jour. Ils sont en Allemagne, au Mexique, etc. Mais bref, ils sont un petit peu partout et du coup, eux, c'est un vrai enjeu de se dire ok, comment est-ce qu'on joue le côté local. Et du coup, ce qu'a fait Picody, c'est que eux, ils sont partis de 23 ccTLD, donc 23 country code top level domain, vers le fait d'avoir un site.com avec le slash du pays. Eux, ce qu'ils ont vu comme retour un petit peu après cette action-là, c'est qu'ils ont eu à peu près plus 841. Donc ça, c'est les chiffres qui ont été renvoyés, c'est plus 841% de visibilité. Donc globalement, clics, impressions, etc. Enfin, j'ai pas eu le chiffre exact. Je crois que c'est surtout les impressions. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est surtout les impressions. Mais en gros, eux, de base, ils avaient 23 domaines et ils sont passés à un seul domaine. Et eux, leur objectif principal, ça faut le garder en tête, c'est que leur objectif principal, c'était même pas du SEO, c'était la standardisation du marketing. Eux, ils voulaient vraiment centraliser toutes les, tout sur un même site, la communication, etc. Vraiment avoir quelque chose de standardisé, que ça soit au niveau des analytics, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à garder en tête. Et dans les articles que j'ai vus sur le sujet, en fait, ce que disait Picody, c'est que c'était un side effect, le fait d'avoir des meilleures performances SEO, mais c'était pas l'objectif de base. Et du coup, pour ce qui est de leur stratégie de migration, ça a été relativement simple. Ils ont d'abord fait un nettoyage de leur profil de backlink. Donc, ils ont regardé un petit peu leur profil de backlink. Ils ont désavoué ceux qui n'étaient pas spécialement bons. Ils ont identifié ceux qui étaient, on va dire, à garder. Après, ils ont fait, donc, ils ont crawlé. Enfin, c'est normal, hein, avant une migration, on va faire un crawl technique, on va voir s'il n'y a pas des erreurs. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, et c'est ce que je recommande aussi aux clients de manière générale de le faire, c'est qu'ils n'ont pas tout fait d'un coup. En gros, ils se sont d'abord focus sur le Brésil et la Turquie. Et après avoir vu les résultats de ces deux pays-là, de voir que ça s'est bien passé, ils ont envisagé un rollout global. Et du coup, comme ils avaient 23 pays de base, ils ont rollout après les 21 pays restants. Et en gros, niveau visibilité, voilà ce que ça a donné pour le, BR. Donc là, en gros, ici, on compare leur visibilité sur le, Picody Picody, .br, .com.br, enfin bref, ils avaient un autre nom, mais bref. On compare le .br versus .com/br. Donc c'est sur le sous-domaine. Ici, on n'a pas le /br, mais globalement, c'est pour, les SERP, brésiliennes, ce qu'on veut. Et là, on voit que sur le point .br, ça a été relativement un bon move de leur part. Et on a le cas globalement sur plein de pays. Donc là, c'est leur stat. Sur la Turquie, ils ont fait à peu près x40 en visibilité. Le fait de passer du ccTLD vers le subdomaine, ils ont fait x40. Sur le Brésil, ils ont fait plus 1200%, donc x12. En Inde, plus 940%, etc. Et du coup, la moyenne sur tous les pays, c'était plus 841%. Donc vraiment, eux, la migration, ça a vraiment été un gros avantage en termes
de visibilité. Il y a juste la Russie où, on ne sait pas pourquoi, mais pour la Russie, ils ont perdu un petit peu en visibilité. Mais c'est le seul site sur les 23 qu'ils avaient, c'est le seul site où ils ont perdu un petit peu en visibilité. Est-ce que c'est par patriotisme ou, peut-être que sur les SERP russes, vraiment il y a tout un lavage de cerveau médiatique qui est fait en mode, tu dois cliquer sur des points RE dans les SERPs, je sais pas. Après, ils ont un peu un écosystème, ils ont leur moteur de recherche et tout, et cetera. Donc peut-être que, il y a un truc qui se joue là-dessus. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais voilà, il y a juste les SERPs, russes où ils sont un petit peu moins lisibles. Mais c'était intéressant de voir que du coup, voilà, sur cette migration, eux, ça a été vraiment full bénéf et comme je disais, leur objectif de base, c'était surtout, de centraliser les besoins marketing, vers un seul site et de simplifier la gestion marketing. Maintenant, on va s'intéresser au cas de, Enphone, du coup, qui est pareil un service de téléphonie cette fois. Ils sont dans 15 pays. Chaque pays avait son propre CCTLD et du coup, en 2014, ils se sont dit: «Let's go, on va faire une migration». Donc ils sont passés encore une fois de CCTLD vers des subdirectories. Donc on est passé de enphone.at à enphone.com/at.2 a/de et cetera et cetera et pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Je n'ai pas vu les raisons derrière, pourquoi, qu'est-ce qui a motivé cette migration, mais voilà, le fait est qu'elle a eu lieu. Mais voilà, encore une fois. Donc, je crois que le point T, c'est Autriche, je sais plus, j'ai un doute là-dessus. Mais en gros, voilà, sur le point T, encore une fois, on a à peu près la même chose, c'est-à-dire que après la migration, sur ces SERPs-là, géolocalisés, sur toutes ces intentions-là, on a gagné de la visibilité. En gros, ça c'est on compare le point AT au slash AT, donc le slash AT, c'est, géolocalisé et on voit qu'on a gagné énormément de visibilité après cette migration-là. Et voilà, donc globalement, du point de vue de, Enphone, d'ailleurs j'ai mis un T à la fin, ouais désolé, c'est pas Enphone, hein, c'est enphone.at, désolé. Mais voilà, du coup, globalement, Enphone s'est dit: «Bon, bah, c'est bon, génial, ça s'est bien passé, on a tout défoncé, plus 90 de trafic organique sur 5 mois, plus 100 de leads générés, tout le monde au marketing qui est ultra content et tout, c'est cool». Mais voilà, donc suite à leur migration, globalement, ils ont une croissance, qui s'est, consolidée et cetera et cetera. Mais chez Enphone, ils se sont dit: «Ouais, alors OK, moi c'est bien, moi j'aime bien tout ça, mais, moi j'aime bien les explosions, j'aime bien quand ça explose un peu dans tous les sens» et il y a un mec du service, marketing qui s'est tapé un petit peu une initiative personnelle. Il s'est dit: «Tiens, et si on faisait l'inverse?» Donc en gros, après la migration enphone.com/gb, ils se sont dit: «Tiens, si on faisait enphone.co.uk pour le parce que, bah, par rapport au Brexit et cetera, j'ai pas tout compris. Honnêtement, j'ai pas compris tout le contexte de pourquoi ils ont fait ça. Mais le fait est qu'ils se sont dit à un moment: «Let's go, on va, repasser sur un, .co.uk, on va retenter les redirections, machin et cetera». C'était pas une bonne idée. Voilà, ils s'en sont rendus compte quand même, assez vite. C'était pas l'idée la plus smart, hein, de repartir de zéro d'un point de vue autorité et cetera. Et du coup, ils se sont dit: «Bon, bah, voilà». En gros, ils ont perdu du ranking, ils ont perdu de la visibilité. Donc voilà, donc là, ils ont fait le cas dans l'autre sens où on passe du point .com vers un, CCTLD et pour eux, ça s'est bien passé. Ça s'est pas spécialement, bien passé. Mais du coup, ils sont après repartis encore dans l'autre sens et ce qu'on voit, l'avantage, c'est qu'en gros, les SERP ne leur ont pas, tenu rigueur de ça. Ils ont pu repartir un petit peu dans l'autre sens et ça, c'était cool à ce niveau-là. Donc ils ont juste refait le switch derrière. Ils sont repassés sur le point .com avec, les subdirectories et ça s'est relativement bien passé. Donc du coup, là, c'était vraiment 2 case studies, là-dessus que je trouvais un petit peu intéressant et globalement, j'en ai vu plein des case studies. Donc il y a des cas de figure rares, mais ça existe, de migration du point .com vers, des locales, qui ont fonctionné et qui ont mieux fonctionné. Mais globalement, de manière générale, c'est surtout l'exemple inverse. On passe du CCTLD au point .com et ça fonctionne mieux. Mais en gros, c'est pas juste une question d'extension, en fait. Là, Arthur en parlait un petit peu juste avant. On peut ranker avec un point .fr sur la Grèce et cetera. Donc il y a pas qu'une question d'extension. Il y a une partie d'extension. L'utilisateur va préférer parfois cliquer sur, du point .fr ou quoi que ce soit parce qu'il sait, il est sûr de la langue que ça va être. Mais voilà, il y a pas que ça. Moi, ce que j'ai voulu me poser comme question aussi, c'est Google, qu'est-ce que Google en pense de tout ça? Je sais que bon,
ce que dit John Buller et Gary Illies. De manière générale, pas mal de gens dans le SEO ont tendance à dire que, ils racontent un petit peu ce qu'ils veulent et voilà et qu'il faut, savoir lire entre les lignes. Moi, de manière générale, je cherche même pas à lire entre les lignes. Je vais suivre la globalement, moi, je suis, un petit peu dans cette vibe-là. Je suis globalement un petit peu, ce que Google va raconter, je leur fais confiance et je me dis: «Bof», entre écouter, les conseils un petit peu de tout le monde qui vont dans tous les sens parce que de toute façon, tout tu peux faire un petit peu, dire ce que tu veux aux chiffres, suffit de les tourner dans le bon sens. Moi, j'ai tendance à écouter globalement ce que Google conseille et même si c'est pas toujours 100 la vérité, je sais que je vais globalement dans la bonne direction. Bref, je voulais regarder ce que Google disait et John Mueller, globalement, ça, c'est des takes qui ont été prises, dans des podcasts, dans leurs webinaires, Search Console et cetera, tous ces trucs-là. Mais globalement, les 2 takes qui sont revenus de John Mueller, c'était, que si tu sépares ton site en plusieurs noms de domaine, tu te compliques les choses à toi et pour le moteur de recherche, ce qui est vrai, hein, c'est de la plus de gestion d'un point de vue tech et aussi d'un point de vue moteur de recherche. Le moteur de recherche, il doit découvrir ce nouveau site, le crawler en séparé, c'est des budgets de crawl différents et cetera et cetera. Et il pointait aussi une nouvelle fois qu'avec les subdirectories, les liens vers ton domaine principal, ça bénéficie globalement à toutes tes versions linguistiques, alors que si tu fais du ccTLD, bah, tu n'as pas cette autorité qui se centralise. Et du coup, Gary Illies qui tient une position qui est relativement, similaire. Lui, globalement, il dit: «Si je devais faire un site international de zéro, je choisirais probablement les subdirectories, c'est plus simple». Donc vraiment, encore une fois, il y a la notion de on n'aborde même pas la question d'autorité ou quoi que ce soit, c'est plus simple. Ce qui peut se comprendre et il reprend un petit peu cette idée-là. Il faut construire l'autorité de chaque ccTLD séparément, c'est un vrai coup et c'est le cas. C'est-à-dire que tu vas devoir démultiplier tes campagnes de netlinking, tes campagnes RP, médias, toute ta communication, alors que bah, juste un point .com, c'est un point .com et globalement, tu gagnes pas mal de sous là-dessus. Il y a un petit tableau dans la de Google, voilà, il y a un petit tableau qui liste un petit peu les avantages et les inconvénients dans le cas d'une stratégie SEO internationale. Donc Google le disent eux-mêmes, hein, le géotargeting, si on prend du ccTLD, le géotargeting, il est clair. La plupart du temps, si tu prends un point DE, tu vas avoir un serveur pour ton point DE. Si tu prends un point FR, enfin, tu vas peut-être même les héberger à des endroits différents, etc. Ou mettre une stratégie de CDN, etc. Mais voilà, donc là, le cons que je retiens, le principal contre que je retiens, c'est le côté, expensive. Donc vraiment, ça va être cher, en fait, que ça soit en termes de coût d'acquisition des différents, sous-domaines, enfin des différents CCTLD, mais aussi en termes de coût de maintenance et voilà, donc après, subdomains, donc voilà, donc le seul sconce que je suis pas totalement d'accord avec Google, le seul truc qu'ils disent contre les sous-domaines, c'est que les utilisateurs peuvent ne pas comprendre si c'est la langue, .de, si c'est la langue, le Deutsch, enfin le German, le Deutsch ou autre, ou si c'est, le pays. Apparemment on peut avoir une confusion. Pareil pour du /de. Apparemment, il faudrait faire du /de, enfin, German, enfin bref, je sais pas exactement la nomenclature, mais dans cette idée-là. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça, je l'ai déjà vu. Moi, c'est surtout le dernier, donc il n'a pas été envisagé, mais celui-là, il est intéressant, c'est les paramètres d'URL. Ça, Google, globalement, ils disent notre recommanded, donc tu ne fais pas de paramètres d'URL, tu oublies ça, tu choisis n'importe laquelle des alternatives, mais pas de paramètres d'URL. Et moi, il y a un truc que j'ai trouvé assez intéressant, parce qu'au tout début, quand je me suis lancé dans le web, j'avais envisagé cette option-là. Donc là, c'est une option qu'il faut vraiment pas considérer. C'est que, Google recommande vraiment de ne pas faire d'adaptation du contenu en fonction de l'adresse IP. Parce qu'on peut, en fonction de l'adresse IP, si c'est une IPv4, on peut savoir, dans quel pays se situe l'utilisateur, est-ce qu'il est en France, en Allemagne ou quoi que ce soit, et en fonction de ça, lui proposer un contenu différent. Et ça, Google recommande de vraiment pas le faire, parce qu'au niveau du crawl, déjà le crawler, il va pas forcément, enfin, pas voir la même chose que l'utilisateur, donc déjà ça crée des disparités. Globalement, Google va pas savoir toutes les versions de langue que tu as à offrir, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pas recommandé, c'est une merde à gérer. Il suffit que le mec il soit en vacances, je sais pas, ton utilisateur, il est en vacances au Japon, mais il parle pas du tout japonais, tu mets le site en japonais, ça va pas l'arranger. Donc, tu peux faire des redirections en fonction de la langue du navigateur, mais voilà, mais tu ne traduis pas systématiquement en fonction de l'IP le contenu des sites avec du 18N ou quoi que ce soit, ça c'est pas recommandé. Avant, Google avait un outil qui s'appelait l'International Targeting Tool, qui permettait de spécifier directement dans la Search Console vers quel pays, tel truc, vers quel pays on veut faire correspondre notre contenu.
Globalement, Google a dit: «Non, c'est bon, ça on retire» et ça a été retiré pour les hreflang, donc voilà, au bénéfice des hreflang. Ça c'était totalement, je pense que ça devait être une connerie à gérer et ils se sont dit: «Bon allez, on va laisser les gens faire des hreflang et cetera». Parce qu'au final, quand Google, en fait, concède les outils, il faut pas oublier que c'est des outils qui sont maintenus, qu'il y a du dev derrière, et cetera, et cetera. Donc je comprends parfois un petit peu pourquoi certains outils sont juste, retirés. Mais du coup, là, ça nous permet d'introduire, la partie sur les hreflang parce qu'au final, vu que, on on parle de stratégie, donc est-ce qu'on prend du subdomain ou est-ce qu'on prend du ccTLD ou du subdirectory? Heu, Derrière, au fait, au final, le plus important, c'est la stratégie d'hreflang. Sur les études que j'ai vues, apparemment 75 des implémentations hreflang contiennent au moins une erreur. Donc, que ça sou enfin, de toute façon, on va voir un petit peu les erreurs, mais c'est ça qui est énorme, en fait et c'est ce que j'ai vu un petit peu dans toutes les interventions de Google à ce sujet-là. C'est qu'en fait, en soi, que ça soit du subdomain, du subdirectory ou du ccTLD, en vrai, le vrai problème, c'est pas tant, le format que tu as choisi pour tes URL d'un point de vue crawler, hein. Là, j'entends juste d'un point de vue crawler, pas utilisateur. Mais le problème, c'est pas tant ça, c'est, d'un point de vue crawler, comment tu déclares l'information et la plupart du temps, les hreflang sont vraiment, vraiment très mal gérés à l'international et le principal problème qu'on va avoir, du coup, ça va être le fait qu'on a des hreflang qui sont non réciproques. Donc je pointe une page A vers une page B, mais la page B ne renvoie pas vers la page A. De manière générale, Google a juste tendance à ignorer les 2. Si les hreflang ne sont pas réciproques, Google a tendance à ignorer les 2. C'est pas toujours le cas, hein, on le sait, Google a tendance à être quand même assez, magnanime, hein. J'ai déjà vu des pages avec, du no-index ou quoi que ce soit, c'est indexé quand même parce que Google comprend que c'est une erreur, donc Google finit par corriger. Ce qui est le plus relou et ça, faut connaître les codes pays, c'est qu'on va avoir du, en.uk par exemple, qui est pas du tout valide, ça va être, en.gb, mais ça, on va l'avoir avec les différents pays. Donc ça, faut faire attention à ce que les codes pays soient bons et on a aussi parfois des hreflang qui vont juste pointer vers des pages qui n'existent pas parce que le CMS, a fait, tous les hreflang en automatique et que, bah, peut-être telle ou telle page n'a pas été encore développée ou n'a pas été encore, mise en ligne et n'est pas crawlable. Donc, donc ça, c'est vraiment ça, il y avait une citation du coup de Gary Illies qui disait voilà, une grosse partie, des, implémentations hreflang ne sont pas correctes, sont, totalement, pourries, dirons-nous. Enfin, une dernière question qu'on pourrait se poser, pour moi, c'est un petit peu le même le un des arguments centrales de cet argumentaire, c'est l'autorité. Donc si, enfin, un backlink que tu fais pointer vers ton, .com va bénéficier à tous tes subdirectories. Voilà, tu as un backlink, avec un système de subdirectory, donc ça va globalement, l'autorité va être enfin, le passage d'autorité à l'intérieur du site, ça va être globalement plus fluide. On a moins de pertes de, PageRank et cetera que, si on a des sites, on va dire, en parallèle. Donc que ça soit du subdirectories ou que ça soit du ccTLD, en fait, c'est vraiment pour moi le problème central, c'est le problème d'autorité. Parce que pour Google, un subdomain, c'est considéré comme un site différent, tout comme, www. Et ton site de base, c'est considéré comme 2 sites qui sont différents. Subdirectory, c'est la même chose, donc pour Google, ton autorité repart de zéro. Pour, les IA aussi et c'est la même chose avec, du coup les ccTLD, tu repars de zéro d'un point de vue autorité. Et pour moi, c'est vraiment ça le point central, en fait. Si tu es pas une grosse multinationale qui a les moyens de faire de la communication et qui a les moyens d'aller chercher vraiment de l'autorité sur chacun de ces ccTLD, je n'irais, même pas, me prendre la tête là-dessus parce que tu repars de zéro, quoi. Donc c'est pas spécialement, opti. Et du coup, si on au-delà de tout ça, en fait, il y a d'autres coûts, hein, qu'on prend pas aussi, en compte. Bah, déjà les noms de domaine. Un site admettons, là, je suis parti dans un scénario où on a 10, ccTLD. Bah, déjà les noms de domaine en fonction des prix, tu vas en avoir pour, entre, 150 et 1 500 € par an juste d'achat de nom de domaine pour maintenir ton .it, .de et cetera. Donc ça va dépendre, hein. Tu as certains noms de domaine qui coûtent un peu plus cher. Je crois que les .co .uk par exemple, ça doit être 30 balles l'année. Enfin, j'ai plus les prix, mais tu en as qui sont plus chers que d'autres. D'un point de vue maintenance, est-ce qu'on a un site par, ccTLD ou est-ce qu'on n'a pas un site, mais du coup si on a si on en a un pour chaque ccTLD ou alors si on a juste une grosse install WordPress et on s'arrange comme on peut. Pareil, ça c'est pas fou, c'est une merde à maintenir.
Niveau Search Console, on a 10 propriétés au lieu d'une. Ça, c'est alors qu'avec des subjects. En plus, l'avantage de Niveau Search Console, c'est que si tu es sur du ccTLD, tu pourras pas tout migrer. Ça va être chiant. Il faut faire ça dans un Looker ou dans du BigQuery ou quoi que ce soit. Alors que si tu fais l'inverse, si tu es en juste .com avec des subdirectories, tu peux avoir ton .com avec la data de tout le monde et tu peux cloisonner subdirectories par subdirectories. Donc, tu as vraiment une flexibilité dans les subdirectories que tu n'as pas à l'inverse. Pareil pour Analytics. Tu as beaucoup plus de liberté avec des subdirectories et tu n'as pas 10 vues à faire. Et l'autorité, donc ça, c'est ce dont on parlait juste avant. Les codebases, voilà, si tu as 10 sites, après, ça peut être vu comme un avantage aussi. Hein, tu peux faire des choses vraiment spécifiques par pays. Mais voilà. Et pour moi, vraiment, le vrai poids, et c'est un petit peu ce que remontait Picoty, c'est que le vrai poids, à mon sens, c'est surtout le fait que en fait, tes équipes marketing, ça va multiplier les efforts, mais par 10, dans le sens où moi, j'ai travaillé du coup pour des sites qui étaient à l'international. Et en fait, tu avais vraiment une équipe par pays et tu avais pas, même le general manager qui générait un petit peu tout ça. Il avait, en fonction de comment ça communiquait bien avec tel ou tel pays, il y avait des sites qui étaient en retard. Nous, on avait moi, du coup, j'avais développé le site français et UK pour InMode. On avait fait ça dans notre coin, c'était pas un WordPress, c'était un statique, etc. On avait vraiment fait ça dans notre coin. ES, ils avaient un WordPress, l'Allemagne, ils avaient un WordPress, mais pas le même. Enfin, il y avait aucune. Et du coup, pour faire des trucs en footer ou quoi que ce soit, standardiser des choses, c'est vraiment très compliqué. Et en fait, il faut pas oublier que du coup, nous, dans le SEO, quand on est consultant SEO, notre plus-value, c'est d'être capable d'analyser de la data. Et du coup, la vitesse et la simplicité avec laquelle on analyse la data, ça va directement impacter la qualité des recommandations qu'on va faire. Et du coup, si la data elle est plus dure à voir et qu'on met 30 ans à l'avoir, soit on va avoir la flemme, hein, on peut parfois avoir la flemme de faire certains filtres ou quoi que ce soit, du coup, on va avoir des recos qui sont moins bonnes, qui mettent plus de temps à arriver, etc. etc. Donc en soi, encore une fois, la réponse magique, c'est même pas tant qu'est-ce qui marche le mieux, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en fait. C'est pas, c'est plus cette question-là. Il faudrait faire du subdirectory, mais ça marche pas spécialement mieux dans les faits avec config égal, etc. Et voilà, donc après, il y avait aussi quelques témoignages que j'avais mis. Mais voilà, donc sur SearchView, on avait un témoignage qui disait que globalement, c'est plus facile à gérer. Eux, ils ont vu des meilleures performances SEO. Et globalement, c'est ce qui a été observé donc, dans toutes ces études. Donc, sur SearchView, c'était un article qui reprenait un petit peu tout ça. Hein. C'était un petit peu une overview, une méta-analyse. Pareil, sur Accuracas, c'était une méta-analyse. Et globalement, ce qui remonte à chaque fois, vraiment, c'est le critère principal, c'est plus facile à gérer. D'un point de vue humain, c'est beaucoup plus simple, etc. etc. Et, et globalement, la data est mieux triée. Et Google a fait la même chose en fait. Google, on avait le .fr, ils sont partis vers le .com. Eux, c'est pour d'autres raisons, parce qu'ils ont une code base de zinzin et il faut bien nettoyer tout ça de temps en temps. Mais voilà. Donc, eux le disaient eux-mêmes, c'est qu'ils avaient des soucis par rapport à leur ccTLD et que, l'énergie que tu mets à adapter tes noms de domaine par pays, c'est une énergie que tu mets pas à adapter autre chose, en fait. C'est du temps de dev qui n'est pas passé à faire du plus qualitatif sur tes subdirectories ou quoi que ce soit. Et encore une fois, on a ce souci d'autorité. Et moi, le dernier point que je voulais voir, c'était sur l'IA. Parce que là, c'est un petit peu la thématique, la buzz thématique en ce moment. Hein. C'est le truc qui intéresse tout le monde. En gros, on le sait que en IA, on peut être indexé, on peut être position 1 et ne pas être cité. Hein. Je sais que je vois pas mal de gens dire le GEO, c'est juste du SEO. Non, non, moi je sais que j'avais le cas avec Quick. La page que j'ai fait, meilleur consultant SEO sur Quick, j'étais premier ou deuxième. La page n'était jamais citée. Bon, après, du coup, j'ai trouvé depuis pourquoi elle n'était pas citée et j'ai corrigé ça. Mais bref, être premier dans les résultats recherche n'implique pas forcément ça. Et en gros, le géo, c'est une question de ranker et d'être visible sur Google, mais c'est aussi une question de passer la sélection. Donc là, c'est là où ça va être relativement important. C'est qu'en fait, en gros, déjà, de manière générale, l'IA, là, c'est un terme que j'ai vu à droite à gauche, la notion de semantic collapse. C'est le fait que, en gros, l'IA s'en fiche un petit peu de la langue, etc. Donc, autant avoir une grosse autorité, un point .com qui est visible partout, et voilà. Tout ce qui est sélection, pareil, l'IA, si elle connaît un nom de domaine, un seul nom de domaine avec de l'autorité qui a été cité pas mal de fois
Parce qu'au final, je sais plus si je crois que c'était Alan qui parlait des self-check, mais en gros, en fait, les domaines et les pages qui sont cités comme référence, ils passent un petit check, en fait. Et en fait, en gros, quand GPT, OpenAI, et cetera, tu fais une recherche et que tu regardes les requêtes, en gros, tu vas avoir une notion de safe URL. Et en fait, OpenAI a ce qu'on appelle les safe URL et une fois que tu es dedans, c'est, plus facile d'être, mentionné par la suite que si tu n'es pas dedans. Mais c'est en clair, hein, c'est en clair dans le requête API et il y a toute la, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que du point de vue de l'IA, en fait, c'est que tu as le côté, freshness et du coup, donner de l'information fraîche avec un CMS qui est centralisé, genre en .com, c'est beaucoup plus facile, d'avoir des articles qui sont récents, à jour et cetera et d'envoyer du contenu qui est vraiment frais avec un seul domaine et tout qui est centralisé, plutôt que d'avoir des ccTLD et d'avoir, 10 CMS à gérer en particulier pour avoir du contenu frais. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que du coup, c'est sur un seul et même site et ça va bénéficier en fait aux différentes langues, ou quoi que ce soit, donc tu as beaucoup plus de rapidité. Mais du coup, voilà, donc si je reprends un petit peu, on va dire en résumé, donc j'ai déjà dit un petit peu en long, en large, en travers, voilà. Dans 85 à 90 des projets, idéalement, on va choisir du subdirectories. C'est ce qu'on va conseiller à nos clients. Enfin là j'ai mis, si budget limité à moyen, mais même si le budget est pas limité, en fait, même si tu as un gros budget, tu es mieux de concentrer toute ton énergie sur améliorer le contenu, tu as fait sur d'autres choses, plutôt que d'améliorer des milliers ou des dizaines de milliers d'euros à créer et entretenir une infrastructure qui coûte cher. Si tu as besoin de scaler, bah, tu peux ajouter une langue globalement, c'est ajouter un slash. Tu as pas besoin pas de nouvelle infrastructure à faire. On récupère l'autorité du nom de domaine principal, on n'a qu'une seule équipe. Et en gros, le ccTLD, voilà, c'est que pour le côté légal. Si on a besoin d'avoir, pour je ne sais quoi, un nom de domaine localisé, ça peut fonctionner si on a des très grosses équipes et que on a vraiment, si on a une équipe par pays, pourquoi pas. On est vraiment une très très grosse boîte, on a une équipe par pays. Il y a un head of marketing mondial qui fait un meeting par mois avec tout le monde, mais bon, ça concerne vraiment, vraiment, vraiment très peu de boîtes. Et tu as certains marchés, en effet, comme la Tchéquie, où les ccTLD vont avoir tendance à s'imposer. Peut-être qu'en Tchéquie, du coup, les utilisateurs nativement vont avoir tendance à plus cliquer sur un domaine s'il y a le .cz à la fin. Donc ça, c'est une vraie question qui se pose. Si ton marché est un marché comme ça, je peux comprendre, mais voilà. Et tu as aussi le côté un petit peu local. Mais du coup, ce qu'on retient, c'est que, globalement, les ccTLD, dominent les SERP. Ça, OK, on l'a vu, c'est cool. Mais il faut, comme d'habitude en SEO, faire la différence entre corrélation et causalité. Donc là, il y a une corrélation entre les 2, mais l'un n'est pas forcément responsable, de l'autre. Tu as énormément de sites, en fait. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que, beaucoup de ces sites qui ont des ccTLD, ça va être des très gros sites qui ont les moyens, de leurs ambitions, qui ont ces noms de domaine-là depuis 20 ans, qui ont des équipes localisées. Toi, avec ton petit e-commerce ou Shopify, est-ce que tu as vraiment besoin de prendre 10 boutiques Shopify pour aller faire de l'international? Je suis pas sûr. Je pense que c'est pas spécialement le plus rentable. La plupart des migrations qu'il y a eu vers des subdirectories, c'est des gains qui ont été quand même assez importants. On a vu une amélioration, que ce soit en visibilité, en trafic ou quoi que ce soit. Donc là, les études de Picody, Nuclear Blast, Enphone, etc. Et quand on lit un petit peu la doc de Google, donc quand on écoute ce que disent les speakers de chez Google, quand on lit un petit peu la documentation, quand on regarde tout ça, on se rend compte que Google nous pousse un petit peu dans cette direction-là. Et d'un point de vue IA, donc pour le côté, freshness, gouvernance centralisée, cohérence sémantique et cetera, enfin tout, autorité centralisée et le fait que l'IA truste déjà notre domaine sans devoir, à chaque fois repasser les filtres IA et cetera, c'est un avantage aussi. Donc à l'ère de l'IA aussi, j'aurais tendance à, voilà, à recommander ça. Merci. Avec plaisir, Kevin, tu nous as sorti une sacrée conférence. On a quelqu'un qui faisait la blague et c'est trop marrant que tu l'aies quand même bordé. Mais voilà, les sites générés avec des query strings, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Et tu nous l'as dit, c'est pas OK, Non, clairement. c'est pas trop. Bah, de toute façon, Google lui dit, puis même, enfin, c'est pas, on évite tout ce qui est query string et tout. Google, c'est un peu approximatif, hein. Dans la Search Console, t'en as parfois t'en as pas. C'est pas fiable, quoi. Ouais. Un truc qui est assez intéressant, qui parle sur le point IA, qui venait de Anguilla apparemment. Et ça me fait, apporter sur un point qui est, est-ce que tu sais, c'est comme le point .co qui vient de Colombie, le point TV qui vient des îles Tuvalu et cetera. Le Est-ce que point tu IO. considères ça comme des ouais, c'est ça, Poyo, je sais même pas d'où il vient.
Mais est-ce que tu considères ça comme des CCTLD ou des GTLD, toi, pour le coup, Bah, généralement? en fait, je pense que je pense que c'est TLD, GTLD, c'est une question de, voilà, c'est une question de vision et je pense que le point IO, par exemple, je vois, pour moi, c'est un GTLD. Ouais, 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 ouais. C'est Ah, je suis devenu un d'accord. GTLD et donc je pense que ça dépend aussi un petit peu de l'usage et c'est pour ça que je disais et même Arthur le disait, hein, ton extension, c'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est d'avoir, des sites séparés, de diviser tes équipes marketing et cetera et cetera. Tu as certains marchés ou même certaines générations, un point IO, nous, on est dans le marketing, on sait ce que c'est, on a l'habitude, mais le petit vieux là de 60 balais, sur son, téléphone, avec des grosses touches là, non peut-être pas 60 balais mais 80. Bah lui, il voit pour You, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est des trucs de hacker encore, tu vois? Ça dépend aussi de ta cible, etc. Tu vois. Donc C'est il n'y a vrai. pas le truc magique, il faut que ça soit cohérent en gros dans ta stratégie marketing, quoi. Ouais, 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 clairement. Bah, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'en effet, le point IO, ça va bien pour les technophiles, mais les gars, ne nous le mettez pas pour de la génération de leads sur des trucs, voilà, un C'est peu ça. sombres, pour les boomers. Alors, on a quelqu'un qui nous disait le SEO programmatique, par exemple, quand on fait des pages par ville sur chacun des pays, et cetera, il déconseillait de faire du subdirectory parce qu'il trouvait que la dilution allait être trop forte, sans parler de l'impact sur le budget de crawl, etc. Évidemment, quand on sort des milliers de pages sur un domaine, ça peut toujours être dangereux de sortir des milliers de pages sur un domaine, hein, tout court d'ailleurs. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus, Kevin? Moi, je suis pas vraiment d'accord en fait. Après, en fait, ça dépend de ce que tu fais exactement. Là, en ce moment, je suis sur de l'immobilier. Sur l'immobilier, tu as des dizaines et des dizaines de milliers de pages, villes, etc. Il n'y a pas ce problème-là. En fait, la question, c'est est-ce que tu as vraiment quelque chose à raconter dans toutes les localités que tu fais? En fait, si tu n'as rien à raconter et que c'est juste du batch, après, je sais que enfin, si on est plus dans une approche grey black hat où tu vas aller spammer un petit peu le web, etc., peut-être que le souci, c'est pas tant. En fait, en gros, ton budget de crawl, il va être limité à chaque sous-domaine que tu vas, enfin, à chaque nom de domaine que tu vas avoir ou quoi que ce soit. Si tu as cramé un nom de domaine, tu l'as cramé ou autre, peut-être. Mais si tu fais les choses proprement, moi, je vois pas de souci à avoir un seul point .com. Hein. Tu as plein de sites en point .com qui ont des dizaines de millions de pages indexées. Pas de problème de localité ou autre. Hein. Ouais, c'est ça. Vaut mieux être un gros site legit, être bien et pas trop spammer le web globalement si tu veux éviter d'avoir des problèmes d'indexation Ouais, généralement. je pense que c'est plutôt ça. Hein. Je pense que c'est une question de ratio entre. En fait, c'est pas juste localité, c'est une question de ratio entre l'autorité de ton site et le nombre de pages que tu veux indexer. Et puis, bah, si tu veux faire 35 000 villes en France, est-ce que Google il a la foi d'indexer tes 35 000 villes, sachant que tu as l'autorité de rien du tout, en fait. Je pense que le problème, il est plutôt là. Après, il y a peut-être des cas spécifiques, hein, mais je pense qu'il est plutôt ici. Alors, on avait Arnaud qui se posait la question parce que tu nous as dit que tu avais trouvé quel était le problème, pourquoi elle n'était pas citée par l'LLM. Et là, on se pose tous la question, mais pourquoi? Pourquoi, Kevin, tu nous as teasé pour qu'on attende la fin? Pourquoi alors et je vous jure, c'est hilarant, il faut que je fasse une intervention là-dessus. En gros, en fait, cette page-là, les premiers, puis à chaque fois, tu sais, j'allais poser la question une fois par semaine ou quoi que ce soit. Je disais: «Bon, bah, voilà, cite-moi des consultants SEO», parce que moi, je voulais voir la page citée et ça marchait pas, jamais Quick était cité et en gros, vraiment, vous allez vous foutre de ma gueule, hein. À un moment, je dis à ChatGPT, je dis: «Écoute, pourquoi tu ne cites pas ces» parce que je la vois en fait, tu sais, je la voyais pas dans les sources citées, je la voyais dans les sources en dessous, tu vois? Je la voyais pas dans les safe URL. Je dis: «Pourquoi tu ne cites pas cette source?» Tu vois? Tu sais, je lui pose la question. Il me dit: «Bah, en fait, il y a un problème. Tout d'abord, il y a un formulaire en bas de page, ce qui indique que n'importe qui peut demander à être là. Donc, il dit: «Moi, ça m'en vu que n'importe qui peut demander à être là, ça veut pas dire que c'est fiable» et ensuite il dit: «Tu n'expliques pas pourquoi, comment tu as fait ton système de choix». Je te jure que c'est vrai. J'ai retiré le formulaire. J'ai fait un petit pâté de texte en disant ces SEO ont été choisis par rapport à leur impact sur la scène, machin, etc. Blablabla. 10 minutes après, je refais citer. Et depuis, Ah citer à chaque ouais, fois. Vraiment. ok. Excellent, bah, bravo pour ça. Bah, comme quoi, il suffit de demander, hein. Ouais, suffisait de demander. Parce que franchement, j'avais regardé et tout. Je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, vraiment. Et en fait, lui, il me disait qu'en fait, ça passait trop pour un site. Lui, il voyait ça plus pour un site de listing de pro type Malte ou quoi que ce soit. Enfin, il y Hmm. avait trop de connotations là-dessus par rapport au formulaire et ça retirait la crédibilité, on va dire. Ok, 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 ok. Bah, super intéressant. Bon, bah, c'est bon à savoir qu'il suffit de demander parfois, en fait, tout simplement. Ouais.
Alors, en dernière question, on a Bombalerio qui nous demande le hreflang, tu penses qu'il est mieux dans le sitemap ou dans le head des pages? Le souci, c'est que alors je pense que idéalement dans les deux, hein, je pense que le mieux c'est que l'info soit un petit peu claire partout. Après, le souci, c'est que le sitemap, en fait, il est pas toujours trouvable. Enfin, moi, j'ai Quick. Quick, c'est un crawler et parfois, en gros, nous, on essaie de récupérer le sitemap en auto, donc on passe par le robot TXT, on teste. Parfois, il est pas dans le robot TXT, mais il est à /sitemap.xml. Parfois, il est pas là-bas, mais /sitemap.xml, ça redirige tout vers la bonne page. Donc ça, c'est OK. Mais sauf que le sitemap, il est pas toujours bien configuré, en fait. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire le mettre dans la page, comme ça on est sûr que c'est trouvé par tout le monde, qu'il n'y a pas des soucis d'autorisation. Peut-être que, je sais pas, ton Cloudflare ou j'en sais rien, tu vas faire une connerie à un moment, tu vas désautoriser le sitemap. Enfin, il peut y avoir vraiment plein de conneries. Autant avoir l'info directement sur la page, limiter le nombre de crawls et limiter plein de choses. Je pense que là, c'est plus d'un point de vue pratique. Après, je ne l'ai pas testé. Je ne suis pas allé tester les deux. Donc voilà. Ok, top. Bah, j'aurais dit la même chose que toi. Euh, on a Thomas qui pose la question, y a-t-il des cas où le subdirectory a un intérêt, par exemple dans un même pays pour des villes différentes? Moi, j'ai envie de dire, n'as-tu pas écouté Thomas? Le subdirectory a un intérêt tout Ouais. court, c'est la meilleure solution de toutes. Je pense que il voulait peut-être dire les sous-domaines. Je pense qu'il voulait Ah, dire les sous-domaines. Et du coup, pour les sous-domaines, bah, c'est pour les pays. Je suis passé très vite dessus. Hein, j'ai fait qu'une slide dessus ou deux, je crois. C'est pour les pays, certains pays type la Suisse, la Suisse en où tu multilingue, vas ouais. voir voilà en multilingue, où tu as vraiment du .it, .fr, etc. sur Mlang. Sous-domaine. Ouais, Oui, ce voilà. qu'il Ouais, disait. t'inquiète. Ouais, ouais, j'avais capté du coup, Thomas. Mais en gros, Vous êtes branchés de la même manière, ça va. mais voilà, c'est surtout des cas très spécifiques où tu as plusieurs langues au sein d'une même localité, etc. Donc apparemment, ça fonctionne principalement en Suisse. Après, tu dois avoir d'autres pays comme ça, mais voilà. Donc peut-être en Belgique aussi, peut-être que ça marche bien, les sous-domaines aussi en Belgique, parce qu'on a Mhm. ce côté un petit peu fractionné entre le français et le NL. Ouais, ouais, Mais où les voilà. gens sont obligés en fait d'avoir les deux langues et donc forcément le sous-domaine est peut-être Ouais, un peu une ouais. solution Oh, c'est un facile quand tu es merdier à ce obligé d'avoir niveau-là, deux hein. langues. Ouais. C'est vraiment un merdier à ce niveau-là, la Belgique, hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Pas simple, pas simple. Top. Et ben écoute, merci beaucoup, Kevin. C'était vraiment top de t'avoir aujourd'hui en conférence.